Imaginez grandir au cœur de la monarchie norvégienne, entouré de luxe, de traditions et de protocoles stricts, mais sans faire partie officielle de la royauté. Marius Borg, le beau-fils du prince héritier Haakon, semblait avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'un scandale le mette dans l'œil de l'ouragan. Sa vie privée est devenue le centre de l'attention et la famille royale a fait face à une crise inattendue. Quel secret se cache derrière les murs du palais? Quel rôle joue le passé de votre mère, la princesse Mette-Marie, dans cette histoire? En outre, à mi-chemin de la vidéo, nous révélerons la relation que la famille royale norvégienne entretient avec les Britanniques. Cela dit, nous commençons. Parler de la famille royale norvégienne, c'est évoquer une institution qui a réussi à se moderniser sans perdre son essence. Le roi Harald et la reine Sonja ont toujours joui d'une popularité basée sur la proximité avec le peuple, et leurs héritiers ont suivi cette ligne de simplicité. Cependant, chaque dynastie cache peu de nuances évidentes à l'œil nu. Dans ce cas, le tournant est concentré dans Marius Borg, un jeune homme qui, sans porter le sang royal dans ses veines, a grandi sous la protection du palais et a appris les règles du protocole dès l'enfance. Sa mère, la princesse Mette-Marie, est venue à la vie de la famille royale enveloppée de regards suspects et de commentaires mitigés. Car son passé était loin de remplir le canon que de nombreux Norvégiens attendaient pour qui elle deviendrait la future épouse du prince Haakon. L'humble origine de Mette-Marit, ajoutée à certaines histoires de jeunesse qui scandalisèrent les secteurs les plus traditionnels, en a fait une figure controversée dès le moment de son engagement. D'autres pensaient bien que la monarchie perdrait le respect, mais le prince Haakon a tenu bon dans son élection et l'a épousée lors d'une cérémonie qui, bien que splendide, n'a pas réussi à effacer complètement les doutes de certains critiques. Dans la vie de la princesse, Marius a joué un rôle déterminant. Il est né d'une relation antérieure et n'avait aucun lien de sang avec la monarchie. Pourtant, en entrant dans la famille royale, tous les projecteurs se sont perchés sur lui avec un mélange de curiosité et de méfiance. En Norvège, pays habitué à la discrétion de ses hauts dignitaires, l'existence d'un garçon qui, sans titre noble, apparaissait sur des photographies avec la famille royale et assistait à des événements publics était frappante. Cela a forgé une identité particulière, ni prince, ni citoyen ordinaire, mais entouré d'une structure palatiale. Enfant, la presse s'efforçait de le décrire comme un jeune homme affable, avec une vie qui combinait le protocole de la cour avec des sorties à des événements typiques de tout adolescent. Il semblait que l'équilibre était possible, jusqu'à ce qu'un incident fasse exploser l'attention des médias et tourne tous les yeux sur lui. Cet incident, dont l'arrière-plan est caché dans l'obscurité des rumeurs et des déclarations ambiguës, a été un point de rupture. Certains médias locaux ont affirmé que Marius avait été impliqué dans une situation délicate liée à la vie nocturne, remettant en question le comportement attendu de quelqu'un si proche du trône. Des théories ont surgi au sujet d'une altercation, de mauvaises décisions prises dans la chaleur du parti, et même des voix qui ont souligné une tentative de déstabiliser l'image de la famille royale. Fondamentalement, il a été accusé d'un acte possible avec une fille non consensée. La vérité est que la presse norvégienne, généralement modérée, était remplie de titres qui ont enflammé l'opinion publique. Comment se fait-il que le beau-fils du prince héritier ait commis un scandale d'une telle ampleur? C'est ainsi que des fragments d'informations que personne n'avait prévus ont commencé à apparaître. La réaction de la famille royale ne tarda pas à diviser la société. Pendant les premiers jours, le palais était silencieux, une stratégie qui fonctionnait auparavant dans des situations mineures. Cependant, les attentes ont augmenté sans contrôle, alimentées par les médias sociaux et les comparaisons inévitables avec d'autres membres de la famille royale sans titre qui ont contesté les normes établies. L'Europe n'est pas étrangère à ce genre d'histoire. Dans différentes monarchies, il y a eu des jeunes qui, en ne portant pas de titre officiel, jouissaient d'une plus grande liberté, mais tombaient facilement dans des comportements qui ont brisé la réputation de la famille dirigeante. Le cas de Marius Borg a commencé à apparaître aux côtés de scandales notoires impliquant d'autres héritiers et amis proches de la royauté britannique ou espagnole qui projetaient une image d'incertitude autour du sérieux avec lequel la Norvège traitait la question. Les analystes de la monarchie norvégienne étaient perplexes. Ils ont toujours considéré le palais comme possédant une forteresse historique basée sur la prudence. Au fil des ans, le roi Harald et la reine Sonja se sont efforcés de cultiver une relation très étroite avec les citoyens, apparaissant naturellement dans les cérémonies publiques et révélant un mode de vie relativement simple par rapport aux autres maisons royales européennes. Le prince Haakon, suivant la lignée de ses parents, assume humblement ses fonctions d'héritier. Avec l'arrivée de Mette-Marie, la presse internationale a testé la tolérance des Norvégiens. Et bien qu'au début il y ait eu des critiques sévères, le couple a réussi à conquérir le public avec leur charisme et leur implication dans des causes de lien social. Alors pourquoi le nom de Marius Borg a-t-il commencé à susciter tant de controverses?
Beaucoup l'attribuèrent à l'essence même de sa condition. Marius n'était pas un prince. Par conséquent, il manquait les obligations formelles imposées par la couronne, mais en même temps, il avait une aura d'exclusivité pour le simple fait de vivre dans le palais et d'être le fils de la princesse. Cette ambiguïté a fait de lui une proie idéale pour la curiosité des médias. Tout faux pas a été amplifié car il a recoupé la routine normale d'un jeune homme avec la responsabilité implicite d'appartenir à l'environnement de l'héritier. Les réseaux sociaux, qui jouaient déjà un rôle décisif dans la diffusion des nouvelles, ont été inondés de spéculations. Marius a-t-il manifesté une rébellion héritée du passé de sa mère ou a-t-il simplement commis une erreur spécifique que la presse a exagérée? Au fur et à mesure que les jours avançaient, des détails supposés vrais ont commencé à fuir. Marius aurait été accompagné d'amis influents, ce qui aurait conduit à la possibilité que quelqu'un ayant des intérêts politiques ou économiques profite de la situation pour mettre la monarchie en échec. D'autres ont suggéré que Marius lui-même cherchait à se distancer de la couronne et que cet épisode n'était qu'un symptôme de sa satiété face aux restrictions qu'il avait entraînées depuis l'enfance. Pendant ce temps, le palais a repris son habitude d'accorder de brèves déclarations, laissant la majeure partie de l'histoire dans l'air. Ce silence augmentait la morbidité, car les questions se multipliaient sans trouver de réponse gare claire. La pression sociale et l'image de la monarchie ont commencé à souffrir. Bien que la plupart des Norvégiens continuent de soutenir la famille royale, les voix critiques ne manquent de pas pour exiger la transparence. Les médias alternatifs étaient remplis d'articles qui analysaient le passé de Mette-Marit, rappelant sa scène avant d'épouser Haakon, quand elle assistait à des fêtes douteuses et fréquentait des entreprises non conventionnelles pour le tribunal. Le fantôme de cette période turbulente est apparu à nouveau, renforçant l'hypothèse que Marius avait grandi exposé à un environnement en dehors de la norme royale. Les gens se demandaient si la princesse, bien qu'ayant démontré son engagement envers la Norvège au fil des ans, continuait à traîner les échos de cette jeunesse rebelle. Au milieu de l'agitation, les experts en étiquette royale ont noté que d'autres maisons monarchiques traitaient de mésaventures similaires. Ils ont mentionné le cas du prince Harry en Angleterre, dont les controverses avec la presse et le comportement audacieux dans sa jeunesse sont venus mettre la main sur la opinion publique britannique. Pourtant, Harry détenait un titre et était appelé à faire un travail officiel, différenciant sa situation de celle de Marius, un jeune homme sans rang sur la ligne de succession. La vérité est que la Norvège n'avait jamais connu un scandale d'une telle ampleur et par conséquent, la confusion était plus grande. Les citoyens étaient habitués à une famille royale stable sans choc majeur et la figure de Marius Borg devint le centre d'un tourbillon inhabituel. La stratégie de contrôle des dommages adoptée par la monarchie était basée sur une discrétion qui, au fil du temps, s'est avérée insuffisante. En refusant d'offrir une version claire des événements, ils ont laissé aux médias l'espace nécessaire pour spéculer librement. Les conseillers en images, confrontés à la multiplication des rumeurs, ont tenté d'organiser des rencontres avec la presse dans lesquelles des questions générales sur la famille royale étaient abordées, sans mentionner directement Marius. L'objectif semblait être de détourner l'attention sur d'autres aspects de l'agenda royal et de mettre en évidence le travail social de la princesse Mette-Marit, mais le public de plus en plus désireux de réponses interprétées comme une tentative de dissimuler. L'hypothèse a même été soulevée que le roi Harald exerçait une pression interne pour que Marius sorte de l'orbite palatiale et élimine ainsi le foyer du conflit. C'est dans ce contexte que des témoignages de proches de Marius ont commencé à émerger, qui ont défendu leur innocence et attribué la controverse à une campagne de diffamation excessive. Certains collègues universitaires ont affirmé qu'il ne cherchait pas à faire la une des journaux, qu'il s'efforçait de s'intégrer dans un environnement normal et que les allégations publiées dans la presse manquaient d'une base solide. D'un autre côté, certains médias sensationnels ont persisté dans le récit que tout avait pris naissance dans une rencontre nocturne soulevée dans le ton où Marius avait perdu le contrôle. Nous avons déjà atteint la moitié, ce qui est promis, c'est la dette. Comment la couronne norvégienne est-elle liée aux Britanniques ? Les monarchies de Norvège et du Royaume-Uni entretiennent une relation étroite, qui s'étend sur plus d'un siècle, fondée sur des liens familiaux, historiques et politiques. Les deux maisons royales ont un ancêtre commun dans la reine Victoria du Royaume-Uni, connue sous le nom de grand-mère de l'Europe, parce que beaucoup de ses descendants ont occupé des trônes puis à travers le continent. La reine Victoria était la grand-mère de la reine Maud de Norvège, épouse du roi Haakon VII, le premier monarque norvégien de la dynastie actuelle. Cela rend l'actuel roi Harald Samian de Norvège et la défunte reine Élisabeth II du Royaume-Uni, troisième cousin, partageant une lignée qui les unissait dans le sang et la tradition. La relation entre les deux maisons royales a été encore renforcée pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Norvège a été envahie par l'Allemagne nazie en 1940. Le roi Haakon
VIIe et son gouvernement ont été contraints à l'exil au Royaume-Uni, où ils ont établi un gouvernement en exil avec le plein soutien de la couronne britannique. Au cours de ces années, le roi Haakon a travaillé en étroite collaboration avec le roi George VI et Winston Churchill. Et cette alliance a contribué à renforcer la résistance norvégienne contre l'occupation allemande. La princesse Martha de Norvège, épouse du prince héritier Olaf, a également passé une partie de la guerre aux États-Unis où elle a renforcé ses liens avec le président Franklin D. Roosevelt. En temps de paix, la relation entre les deux familles royales est restée forte, avec des visites officielles et des liens d'amitié personnels entre ses membres. La reine Elisabeth II s'est rendue en Norvège à plusieurs reprises, tandis que le roi Harald V a assisté à plusieurs événements au Royaume-Uni, notamment les mariages familiaux de Windsor et d'autres actes d'État. Le roi actuel, Charles III et Harald V partagent un profond respect mutuel et leur relation diplomatique continue d'être un pont solide entre les deux pays. Outre les relations familiales, la Norvège et le Royaume-Uni ont des intérêts communs dans des domaines tels que la défense, l'économie et l'environnement. En tant que membres clés de l'OTAN et alliés stratégiques dans la région de l'Atlantique Nord, les deux pays ont coopéré sur les questions de sécurité énergétique et de durabilité. La monarchie norvégienne, avec son style simple et accessible, a également influencé la façon dont la couronne britannique a tenté de se moderniser au cours des dernières décennies. La vérité exacte semblait se faufiler loin, couvert par un voile dense de conjectures. Malgré la fissure apparente qui s'est ouverte sur la façade de la monarchie, tout n'était pas négatif pour la famille royale. De nombreux Norvégiens ont exprimé leur empathie pour Marius et sa mère, rappelant que la princesse Mette-Marie avait fait des erreurs avant d'entrer dans le palais et qu'elle avait encore réussi à réformer sa vie et à devenir un pilier de la modernité norvégienne. Ils virent à Marius un jeune homme qui avait le droit de se tromper, d'autant plus qu'il n'avait aucun titre ni obligation d'exercer la représentation institutionnelle du pays. Cette perspective humanise la situation car elle montre que, bien qu'entourés de luxe et de tradition, les proches de la couronne peuvent aussi commettre l'insouciance et être exposés au jugement de la société. L'impact international a été immédiat. Les médias de différents pays ont publié des rapports sur la crise de la royauté norvégienne, comparant Marius Borg avec des personnages d'autres dynasties qui ont brisé les moules. La plupart ont convenu que l'ambiguïté de son statut réel était un terrain fertile pour la controverse. Trop célèbre pour passer inaperçu, mais sans les obligations ou la protection formelle d'un titre. Un parallèle a été établi avec certains petits-enfants de monarques européens qui, s'éloignant de la ligne directe de succession, sont devenus des personnalités médiatiques convoitées, soit pour lancer des produits, apparaître sur des émissions de télévision, soit simplement pour saisir des titres sensationnels. Dans ce scénario, la grande question était « Que deviendrait Marius Borg à partir de ce moment-là » Après le scandale, sa présence publique a été considérablement réduite. Il a cessé d'assister à la plupart des événements officiels, s'est éloigné des projecteurs et aurait voyagé à l'étranger pour terminer ses études. Ces photos n'apparaissent pas non plus sur les chaînes officielles de la Maison Royale, ce qui s'est déjà produit à des occasions spécifiques. Ce tournant a suscité de nouvelles hypothèses. Pour certains, c'était la preuve définitive que la famille royale voulait le garder à l'écart et le protéger des revers futurs. Pour d'autres, c'était une forme de punition subtile, une invitation à Marius à comprendre que toute action irresponsable pourrait avoir des conséquences pour l'ensemble du royaume. Les plus perspicaces ont commencé à analyser l'effet de cette controverse sur la relation de Mette-Marie avec la société norvégienne. Au fil des ans, la princesse avait réussi à surmonter les doutes sur son aptitude. Elle a participé à de nombreux projets caritatifs, promu des initiatives en faveur de l'éducation et de la culture des jeunes et a gagné la sympathie de segments traditionnels qui, au début, la regardaient avec suspicion. L'image est devenue encore plus intrigante en incluant le facteur psychologique. Dans différents forums, la pression que Marius a pu ressentir depuis qu'il était petit lorsqu'il vivait dans un palais, sans être officiellement un prince, a été débattue. L'idée a été soulevée que, grandissant entouré d'attentes, de caméras et de commentaires, il a peut-être développé un désir d'indépendance qui est entré en collision avec les règles non écrites au lieu de la cour. Pour certains observateurs, il était logique que tôt ou tard, un désir de rompre avec ce moule émerge, ce qui expliquerait l'attitude supposée rebelle qui a conduit au scandale. D'autre part, ont fait valoir que Marius était simplement le sujet d'une chasse aux médias avide d'histoires choquantes et que l'événement avait été amplifié au-delà de la réalité. Au fil des mois, la tempête a commencé à se calmer en Norvège. L'attention de l'opinion publique s'est déplacée vers de nouveaux problèmes et la famille royale a poursuivi ses activités. Cependant, le nom de Marius Borg a continué à flotter dans les airs, apparaissant ici et là dans des mentions sporadiques.
Certains ont noté que peu à peu un récit plus aimable était en train de se tisser. Marius avait reconsidéré, étudiait, menait une vie loin des excès et se préparait à un avenir où, peut-être, il pourrait retourner en Norvège avec un profil professionnel défini. La possibilité qu'il entreprenne des projets à caractère social ou commercial est discutée, profitant de la notoriété qui, qu'il le veuille ou non, l'a accompagné depuis le berceau. Mais la question principale persistait. Marius Borg pourrait-il réintégrer la vie publique sans revivre le scandale? Ou au contraire, était-il condamné à être le jeune homme de la cour qui a mené à bien un problème irréparable? Le pari le plus optimiste sur la capacité de la société norvégienne à pardonner et à oublier, à condition qu'il y ait des signes de maturité et de responsabilité. Ses défenseurs ont souligné qu'il ne devrait pas porter un épisode isolé pour le reste de sa vie, surtout s'il a montré un changement d'attitude. Les sceptiques, d'autre part, ont souligné que la mémoire collective peut être implacable et que son image de rebelle sans couronne resterait la marquant à jamais devant l'opinion publique. Pour comprendre l'ampleur de cette question, il convient de rappeler la tradition de la monarchie en Norvège. Bien qu'elle ne soit pas une institution aussi ancienne que les autres institutions européennes, elle a été caractérisée par la stabilité et la simplicité. Le pays valorise l'égalité et la transparence, espérant que ses rois et ses princes seront avant tout proches et exemplaires. Dans ce contexte, tout glissement avec des connotations de privilèges mal utilisés génère le rejet, et le scandale Marius a été interprété comme une lacune dans cette cohérence. Un jeune homme avec le luxe du palais et les avantages de la vie aristocratique, mais inconscient du contrôle qui incombe à un héritier officiel. Ce déséquilibre moral a alimenté les manchettes pendant des semaines et a laissé une marque latente sur la perception des citoyens. Pourtant, tout n'était pas préjudiciable à la couronne. Certaines voix ont souligné que la controverse, en quelque sorte, montrait un côté humain de la famille royale, rappelant à la société que derrière chaque titre, il y avait des gens avec des succès et des erreurs. L'image immaculée que la monarchie norvégienne avait projetée depuis si longtemps était nuancée par la réalité que la perfection n'existe pas même derrière les murs d'un palais. Cela a conduit à plusieurs réflexions sur la nécessité de donner de la place à l'individualité des jeunes élevés dans des environnements réels, leur permettant d'explorer leur identité sans une demande étouffante de justice. Alors que le monde suivait de près les dérives de l'histoire, Marius Borg a continué sa vie loin des projecteurs. On ne sait pas avec certitude s'il a réussi à trouver la paix qu'il désirait ou si, au contraire, il vit à l'ombre de cet épisode qui a ébranlé sa réputation. Vous pouvez décider de partager votre propre version des événements au fil du temps. De nombreux médias ont rêvé de l'idée d'une interview exclusive où Marius raconte ce que c'était que de grandir avec la princesse Mette-Marie, quelle pression elle ressentait et comment elle portait le poids d'un nom de famille qu'elle ne pouvait pas abandonner mais qui ne donnerait jamais son rang royal. Si cette conversation devait se matérialiser, elle pourrait changer le cours de l'histoire et influencer la façon dont la Norvège voit ses personnages les plus proches du trône. Tout au long de ces mois, certains se sont demandé si le scandale Marius n'était rien de plus que la pointe de l'iceberg, signe de tension sous-jacente dans une famille royale qui a dû s'adapter aux défis de la modernité. Le prince Haakon et la princesse Mette-Marit ont défendu leur vie privée avec un zèle admirable, mais le monde moderne, avec ses réseaux et sa soif de nouvelles, ne respecte pas toujours le silence. Le coût de chaque faux pas se multiplie et il est inévitable de se demander si, derrière la couronne, il n'y a pas de pression qui, tôt ou tard, éclate dans des épisodes comme Marius. Ce dilemme persiste et est projeté sur la génération suivante. Ingrid Alexandra, fille de Haakon, et Mette-Marit est appelée à devenir la future reine, et son éducation et sa préparation sont considérées avec un grand intérêt. Son jeune frère, le prince Sverre Magnus, entre également dans une carte des attentes que la société norvégienne observe à la loupe. La façon dont Marius sera intégré dans ce portrait de famille est un sujet qui est toujours en suspens. En bref, l'histoire de Marius Borg ne concerne pas seulement un jeune homme qui, selon les versions, a eu tort ou a été victime d'une attaque médiatique. Il expose également les complexités de l'appartenance au cercle d'une monarchie qui allie modernité et tradition et qui est constamment contestée par la transparence que le XXIe siècle exige. Le silence répété de la cour, l'insatiable curiosité du public, les fantômes du passé de Mette-Marit et la rigidité de certains secteurs conservateurs s'entremêlent dans cette chronique qui, pendant un temps, semblait être tirée d'un roman plutôt que de la vie réelle. La chose fascinante est de vérifier qu'il y a encore des mystères non résolus, des extrémités lâches qui pourraient être réactivées si Marius décide un jour de reprendre de l'importance ou si un nouvel événement le ramène à l'attention des médias. C'est peut-être l'essence de la curiosité qui éveille sa figure, le sentiment que, à tout moment, quelque chose de capable de modifier l'harmonie de la couronne peut se reproduire.
Le cas de Marius Borg reflète la tension entre le désir de vivre sans esclavage et le poids de la couronne, même sur ceux qui ne sont pas appelés à occuper le trône. Ces pas, observés à la loupe, révèlent la dualité de la croissance, proche du luxe palatial sans être une partie officielle de la lignée. Les doutes sur son comportement, le passé de sa mère et la réaction du palais constituent une histoire de secrets et de demi-vérités que l'humanité a révélées après la royauté norvégienne. La grande inconnue est de savoir si, avec le passage du temps, Marius sera en mesure de trouver une identité ferme en dehors des réflecteurs ou si l'influence de la monarchie continuera à marquer chacun de ses mouvements. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner afin de ne pas manquer ce qui est à venir.